John Wayne, légende hollywoodienne, cowboy emblématique, a importé avec lui de nombreux mystères lorsqu'il est décédé en 1979. Pendant plus de 30 ans, son manoir de Newport Beach a été scellé, gardant tous les secrets de sa vie et de son héritage caché. Mais lorsque les portes ont finalement été ouvertes en 2011, ce qui se trouvait à l'intérieur a choqué le monde entier. Qu'est-ce qui avait été caché pendant des décennies? Et comment le testament controversé de John Wayne a-t-il changé le destin de sa famille? Explorons cette vérité surprenante. Début de sa vie et de sa carrière. John Wayne, né Marion Robert Morrison, voit le jour le 26 mai 1907 à Winterset, dans l'Iowa. Il est né de Clyde Leonard Morrison, pharmacien, et de Mary Molly Alberta Brown. Wayne pesait 5,9 kg à la naissance, un chiffre inhabituel pour l'époque qui a été rapporté dans le journal local. Dès l'enfance, il fait preuve d'une robustesse et d'une résistance qui deviendront synonymes de lui. À l'âge de 3 ans, Marion a failli se noyer en tombant dans un ruisseau glacé. Heureusement, un passant l'a sauvée. Cet événement a été le signe avant-coureur de la vie turbulente et difficile qu'il allait connaître. Plus tard, les parents de Wayne ont décidé de changer son deuxième prénom de Robert à Mitchell après la naissance de leur fils, qu'ils ont appelé Robert. Bien qu'il s'agisse d'un petit changement, il reflète d'une certaine manière les changements qui allaient suivre dans sa vie. En 1914, à la suite d'un échec commercial, la famille de Wayne déménage à Glendale, en Californie, dans l'espoir de trouver une vie meilleure. C'est là qu'il reçoit le surnom de Duke. À l'origine, ce nom appartenait à l'Airedale terrier de Wayne, mais les pompiers locaux ont commencé à l'appeler Big Duke et Little Duke. Wayne préférait ce surnom à son nom Marion et a décidé de le garder pour la vie. La jeunesse de John Wayne est marquée par une passion pour le sport, en particulier le football. Il fréquente le lycée de Glendale, où il est un excellent élève et le capitaine de l'équipe de football. Ses performances impressionnantes lui valent une bourse d'études à l'Université de Californie du Sud, USC, en 1925, où il étudie le droit et devient membre de la fraternité Sigma Chi. Cependant, son rêve de poursuivre une carrière de rugbyman est brusquement interrompu lorsqu'il se blesse à l'épaule lors d'un accident de surf. La perte de sa bourse d'études l'oblige à abandonner ses études et à chercher du travail pour subvenir à ses besoins. Après avoir quitté l'université, Wayne trouve un emploi au Studio Fox en 1927 en tant qu'accessoiriste, pour un salaire de 35 $ par semaine. Ce travail n'est pas très prestigieux, mais il lui permet de se familiariser avec l'industrie cinématographique. Il a même fait une brève apparition en tant que joueur de football non crédité dans le film Brown of Harvard, 1926. C'est à cette époque qu'il rencontre le légendaire réalisateur John Ford, qui jouera un rôle majeur dans la suite de sa carrière. Ford a vu le potentiel de Wayne et l'a encouragé à devenir acteur. Réalisant que Marion Morrison ne correspondait pas à l'image d'un acteur de western fort, ils choisirent ensemble le nom de John Wayne, un nom audacieux et fougueux. Malgré le soutien de Ford, le chemin de la célébrité de Wayne n'a pas été facile. Entre 1930 et 1939, Wayne a tourné plus de 80 westerns à petit budget. Ses films sont souvent tournés à la hâte, parfois en 2 jours seulement. Ses revenus étaient si modestes qu'il ne pouvait s'offrir qu'un seul repas par jour, généralement une boîte de haricots chauffée sur une plaque chauffante. En 1938, Wayne est tellement frustré par son manque de progrès qu'il envisage même d'abandonner le métier d'acteur. John Wayne et John Ford ont continué à collaborer pendant 50 ans, réalisant ensemble 14 films classiques. La carrière de John Wayne s'est étendue sur plusieurs décennies, avec une série de films emblématiques tels que The Searchers, 1956, Rio Bravo, 1959 et True Grit, 1969, le film qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur. Avancement de la carrière. Wayne a souvent reçu le traitement le plus sévère de la part de Ford. En 1956, dans The Searchers, Ford fait répéter à Wayne une simple scène. Wayne s'humilie en dégainant 17 fois devant tout le monde. Wayne ne s'est jamais plaint. La dureté de Ford l'aidait à être plus performant, disait-il. Les Oscars n'ont pas récompensé The Searchers à sa sortie, mais il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs films de tous les temps. En 1963, Donovan's Reef, leur dernier film,
a failli échouer. Wayne était indécis à l'idée d'accepter le rôle, car il se trouvait trop vieux. Wayne a convaincu Ford de réaliser le film malgré son état d'ébriété et sa mauvaise santé. Le film a été tourné à Hawaï, où les températures pouvaient atteindre 100 degrés Fahrenheit, ce qui était désagréable. Ford a même réalisé le film alors qu'il était sur une civière à cause d'un zona pendant le tournage. Le film fut achevé et bien accueilli malgré ces obstacles. Ce film était plus une comédie qu'un western, montrant qu'ils pouvaient travailler dans de nombreux styles, même à la fin de leur carrière. Les Sables d'Iwo Jima, sorti en 1949, a valu à Wayne sa première nomination aux Oscars. Il y incarne le puissant sergent des Marines John Stryker. Wayne a d'abord refusé le rôle parce qu'il était trop similaire à d'autres rôles qu'il avait joués. Herbert Yates, le président de Republic Pictures, a dû garantir personnellement à Wayne un pourcentage des recettes et $250 000, une somme importante à l'époque, pour le convaincre. Le tournage du film a été difficile. Le réalisateur Alan Dwan a utilisé de véritables lance-flammes et des explosifs pour rendre les scènes de combat plus réalistes. Une explosion sur le plateau a entraîné l'incapacité de Wayne pendant 30 minutes. La production a repris 2 jours plus tard. En outre, l'US Marine Corps a fourni une vidéo de la bataille d'Iwo Jima pour le film. Ils ont permis aux créateurs d'utiliser des séquences de guerre rares qui se sont si bien mélangées aux parties fabriquées que beaucoup ont cru que le film était réel. L'utilisation du drapeau de guerre pour hisser le drapeau sur le mont Suribachi est un moment remarquable. Le film pourrait mettre en scène 3 marines qui ont survécu et hissé le drapeau. Malgré son triomphe et la grande performance de Wayne, Broderick Crawford a remporté l'Academy Award pour All the King's Men. Ironiquement, Wayne avait refusé le rôle principal de ce film parce qu'il ne le trouvait pas assez américain. Il faudra attendre 11 ans avant qu'il ne soit à nouveau nommé. Et cette défaite le frustre. En 1960, Wayne sort le film de ses rêves, The Alamo, l'un de ses plus risqués. Il a hypothéqué sa maison, ses voitures et son bateau pour réaliser ce film après 15 ans de désir. $12 millions. C'est un chiffre énorme pour une production de l'époque. Il a fallu 2 ans et 1,5 million de briques d'adobe pour construire la réplique du Texas Alamo. Mais Wayne a persévéré. Tout était historiquement exact, y compris les clous du début du siècle. En raison de son attrait touristique, le plateau est resté accessible jusqu'en 2009. Le tournage de The Alamo a été plutôt laborieux. Le film a été tourné pendant 79 jours, sous une chaleur de 110 degrés, avec environ 7000 figurants et 1500 chevaux. Il y a également eu des accidents. Un figurant blessé à la baïonnette a eu besoin de 26 points de suture au cours d'une scène. Malgré ces difficultés, Wayne n'a pas pris de raccourci. La première du film a été célébrée par un défilé et des feux d'artifice. Le film a été nommé pour 7 Oscars, dont celui du meilleur film. Mais les critiques ont été mitigées et les recettes n'ont pas pu justifier les dépenses considérables. Wayne était contrarié de ne pas avoir été nominé pour le prix du meilleur réalisateur. Néanmoins, le film a façonné la façon dont beaucoup se souviennent d'Alamo. Wayne a remporté un Oscar pour True Grit en 1970, dans le rôle du Marshal-Borgne Rooster Cogburn. Bien qu'il se remette d'une opération pour un cancer du poumon, Wayne envisageait de refuser le poste parce qu'il se sentait trop âgé. Après avoir terminé le roman, il a pensé qu'il s'agirait d'un rôle pour la vie. Le tournage n'a pas été facile. Le film a été tourné dans le Colorado, où le terrain est accidenté et le climat rude. L'altitude élevée et le froid ont eu raison de John Wayne, qui avait plus de 60 ans et luttait contre la maladie. Pour conserver son énergie et continuer à jouer, il devait régulièrement utiliser une bouteille d'oxygène entre les prises. Cependant, cela n'a pas empêché John Wayne de se donner à fond dans son rôle. Lors d'une scène dangereuse, alors qu'il montait un cheval sur une pente, le cheval de Wayne a soudainement heurté un obstacle, ce qui l'a presque fait tomber au sol. Le choc a provoqué une déchirure du muscle de l'épaule, une blessure douloureuse, mais Wayne a tout de même terminé la scène sans se plaindre. Le professionnalisme et la volonté de Wayne ont suscité l'admiration de toute l'équipe du film. Pour se transformer en Rooster Cogburn, Wayne a non seulement changé son style de jeu, mais a également dû adapter son apparence. Il a délibérément pris du poids pour correspondre à l'image d'un shérif âgé, expérimenté et quelque peu brutal. En particulier, Wayne a dû porter un cache-œil tout au long du film,
un défi de taille pour un acteur qui avait l'habitude d'utiliser ses deux yeux pour observer et s'orienter. Le cache-œil a considérablement limité la vision de Wayne, l'obligeant à mémoriser l'ensemble du plan de la scène ainsi que la position de ses covedettes et des accessoires sur le plateau afin d'éviter les collisions ou les incidents malheureux. Cependant, Wayne s'est parfaitement adapté. Il a donné au personnage de Rooster Cogburn un comportement épineux, grossier, mais aussi séduisant. Son style d'acteur dans ce film était complètement différent des rôles de cow-boy droit qu'il avait joués auparavant, ce qui a enthousiasmé le public et l'a impressionné. Le film a rapporté plus de 31 millions de dollars, un chiffre impressionnant pour l'époque, et est devenu l'un des plus grands succès de la carrière de John Wayne. Il s'agit non seulement d'un succès commercial, mais aussi d'un film qui lui a permis de remporter son premier et unique Oscar, celui du meilleur acteur. Cette année-là, lors de la cérémonie des Oscars, Wayne est monté sur scène pour recevoir la statuette d'or sous les acclamations enthousiastes du public. Bien que souffrant de la grippe et ne se sentant pas très bien, il ne voulait pas manquer ce moment important. En tenant la statuette d'or dans sa main, il a déclaré avec humour « Si j'avais su cela, j'aurais porté le cache-œil 35 ans plus tôt ». Cette remarque pleine d'esprit est devenue l'un des moments les plus mémorables de l'histoire des Oscars. Cependant, de nombreuses personnes pensent que ce prix a été décerné pour honorer l'ensemble de la glorieuse carrière de John Wayne plutôt que pour son seul rôle de Rooster Cogburn. Wayne lui-même a admis plus tard qu'il s'agissait peut-être d'un hommage qui lui était rendu. Cependant, il est indéniable que Rooster Cogburn est devenu l'un des personnages les plus emblématiques de John Wayne, consolidant ainsi son statut de l'une des plus grandes stars qu'Hollywood ait jamais produites. Mais ce n'est qu'un aspect de John Wayne. Qu'en est-il de sa vie privée, en particulier de ses relations particulières? La vie amoureuse de John Wayne. Sa vie personnelle a connu des hauts et des bas, et John Wayne s'est marié 3 fois en près d'un demi-siècle. Ces mariages ont connu des hauts et des bas. En 1933, il se marie avec Josephine Sayers, qui deviendra sa première épouse. À cette époque, la vie professionnelle de Wayne n'en est qu'à ses débuts. Cependant, bien qu'ils aient eu 4 enfants ensemble, Wayne passe beaucoup de temps loin de chez lui en raison de sa notoriété croissante. En 1938, il commence à avoir une liaison avec l'actrice Marlène Dietrich, ce qui rend la situation encore plus difficile qu'elle ne l'était déjà. Bien que Wayne ait fait beaucoup d'efforts, son mariage n'a pas réussi à s'améliorer. Il a même emmené Joséphine au Mexique en 1943 dans l'espoir qu'ils puissent passer du temps ensemble. Mais son plan a échoué. L'année 1945 est celle de l'officialisation de leur divorce. Son second marriage, en 1946, avec Esperanza Bauer, fut tumultueux et agité. Ce mariage a connu de nombreux problèmes. Une actrice du nom d'Esperanza, qui avait déjà travaillé au Mexique, était remplie d'une grande jalousie. Elle supposait que Wayne avait une liaison avec sa co-star Gail Russell, à l'époque où il tournait Angel and the Bad Man en 1947, c'est-à-dire pendant la période où ils travaillaient ensemble. Wayne étant rentré tard après une fête, ses sentiments de jalousie ont atteint un point où ils ne pouvaient plus être contenus. Au moment où Esperanza est entrée dans la pièce, elle était sous l'influence de l'alcool et tellement agitée qu'elle a saisi un pistolet et a tenté de l'abattre. Elle n'a pas hésité. Leur mariage n'a pas duré très longtemps, même s'ils ont eu la chance que personne n'ait été blessé lors de cet incident violent. Le divorce a été prononcé en 1954. Pilar Palette est la femme avec laquelle Wayne a entamé son 3e mariage, qui a eu lieu en 1954. Ils ont été mariés jusqu'à sa mort en 1979, période pendant laquelle ils sont restés ensemble. Le fait qu'ils étaient parents de 3 enfants à l'époque donnait l'impression que leur vie était plus sûre qu'elle ne l'était. L'année 1973 marque la fin du divorce entre Wayne et Pilar. Par la suite, Wayne a emménagé dans la même maison que sa secrétaire, Pat Stacey, pendant toute la durée de leur vie commune. Bien que Wayne et Pilar aient résidé dans des endroits différents, ils n'ont jamais divorcé conformément à la loi. Dans toute l'industrie du spectacle, il était de notoriété publique que Wayne avait une liaison avec Marlène Dietrich. Elle a débuté en 1938, pendant le tournage de Seven Sinners, et s'est poursuivie pendant plus de 10 ans. Bien que Wayne soit encore marié à Joséphine à l'époque, il continue à passer des soirées chez Dietrich.
cela était contraire au fait qu'il était marié à Joséphine. Toutes les parties ont une affection profonde et éternelle l'une pour l'autre. Grâce à leur correspondance, ils ont pu exprimer leurs sentiments de manière directe et sincère. En outre, Dietrich fait usage de son autorité pour favoriser la carrière professionnelle de Wayne. En 1942, c'est elle qui veille à ce qu'il obtienne des rôles importants dans des films tels que The Spoilers et Pittsburgh. L'année 1947 marque la fin de leur relation amoureuse, mais ils restent très amis jusqu'à la fin de leur vie. À plusieurs reprises, Dietrich a parlé de Wayne comme de la personne qu'elle aimait le plus dans sa vie. La relation de Wayne avec Maureen O'Hara est l'une des amitiés dont il a le plus parlé tout au long de sa vie. Grâce à leur collaboration, ils ont joué dans 5 films, le premier étant Rio Grande, sorti en 1950, et en 1952, The Quiet Man, qui est considéré comme leur film le plus célèbre. Plusieurs de leurs admirateurs ont été tellement séduits par leur relation qu'ils ont eu l'impression qu'ils formaient un véritable couple dans la vie réelle. En effet, O'Hara a fait une blague à propos d'une vieille femme qui se promenait dans la rue et qui pensait être la femme de Wayne. La femme marchait dans la rue. Il est clair qu'elle était très proche de la famille, puisque les enfants de Wayne l'appelaient Tante Maureen. C'est la preuve de son attachement à la famille. Après un certain temps, le petit-fils d'O'Hara a admis que Wayne et lui avaient eu une brève relation amoureuse. Cette révélation est intervenue après de nombreuses années. Néanmoins, il a indiqué que cette relation n'aurait pas été couronnée de succès, car ils avaient tous deux une forte volonté, ce qui l'empêchait d'être efficace. Malgré cela, O'Hara est restée aux côtés de Wayne jusqu'à la fin de l'histoire. Elle l'a aidé à obtenir une médaille du Congrès, symbole de son héritage, alors qu'il se rapprochait de plus en plus de la fin de son combat contre la maladie. Dans les dernières années de sa vie, Wayne a pu trouver du réconfort auprès de Pat Stacey, qui travaillait comme secrétaire lorsqu'il était en fin de vie. Après la dissolution de sa relation avec Pilar, Pat est devenue sa partenaire et son aide-soignante. Bien qu'elle n'ait que 34 ans de moins que Wayne, une grande complicité s'est établie entre eux. Pat est restée à ses côtés tout au long de son traitement contre le cancer, gérant sa vie et veillant à ce qu'il reçoive un soutien à chaque étape. Entre 1973 et 1979, année du décès de Wayne, ils ont continué à vivre ensemble dans la même maison. Dans les années qui ont suivi la mort de Wayne, Pat a écrit un livre qui a été publié en 1983 sous le titre Duke, A Love Story. Ce livre dépeint un Wayne plus doux et plus sensible, ce que les fans n'avaient guère eu l'occasion de voir auparavant. En outre, le livre contient des informations sur le temps qu'ils ont passé ensemble. Pat ne s'est jamais mariée et a passé toute sa vie à chérir les souvenirs de Wayne. Elle n'a jamais envisagé de se marier. Elle est décédée en 1995. Mauvaise santé. En 1964, à l'âge de 57 ans, John Wayne apprend de ses médecins qu'il est atteint d'un cancer du poumon. La nouvelle lui fait l'effet d'un choc, mais elle n'est pas inattendue. Pendant des années, Wayne a été un grand fumeur, fumant jusqu'à 6 paquets de cigarettes par jour. Pour préserver sa vie, le corps médical a décidé de lui retirer son poumon gauche ainsi que 2 de ses côtes. Avec seulement 50% de chances de survie, l'opération était très dangereuse. Cependant, Wayne a réussi à vaincre sa maladie et à vivre sans cancer pendant 5 ans. Si la plupart des personnes ont gardé leur maladie secrète, ce n'est pas le cas de Wayne. Il a décidé de la partager avec le monde entier. Wayne a ignoré l'avis de ses conseillers, qui l'ont averti que cela pourrait nuire à sa carrière. Il a voulu aider d'autres personnes en essayant de leur faire passer des examens de dépistage du cancer. Par conséquent, pour rendre le cancer moins effrayant, il lui a trouvé un surnom qu'il a appelé le Big C. Il a participé à une publicité télévisée pour l'American Cancer Society en 1965, soit 1 an après son opération. Il a exhorté les gens à soutenir la recherche sur le cancer et à prendre conscience de la gravité de la maladie. Mais son combat contre le cancer n'est pas encore terminé. En 1979, Wayne a appris qu'il était atteint d'un cancer de l'estomac. Bien qu'il ait tenté de recourir à une vaccination expérimentale, celle-ci n'a pas été couronnée de succès. Même si sa santé se détériore, Wayne continue d'en parler. Pendant son séjour à l'hôpital, il a commencé à enregistrer des messages
dans lesquels il demandait un financement accru pour la recherche sur le cancer. Quelques semaines avant son décès, il a transmis le message suivant à tous ceux qui l'entouraient. « Je ne parierai pas ma vie sur la découverte d'un remède contre le cancer sans votre aide. » Pas. L'un des derniers films de Wayne, The Shootist, sorti en 1976, racontait l'histoire d'un vieux tireur qui allait mourir d'un cancer et semblait très proche de la vie réelle de Wayne. Au moment du tournage, il avait 68 ans et sa santé n'était pas au beau fixe. Même s'il avait souvent besoin d'oxygène entre les séquences, il n'a pas renoncé à exécuter ses cascades. À plusieurs reprises, il a dû tomber sur un sol dur au cours d'une scène. Il n'a jamais été du genre à se plaindre. Bien que le film ait été un succès, de nombreuses personnes l'ont interprété comme la dernière offrande de Wayne. Il a même modifié la conclusion pour la rendre conforme à son image de puissance. Dans la version initiale du récit, son personnage était abattu d'une balle dans le dos. Wayne était catégoriquement opposé à cette idée, déclarant « Je n'ai jamais tiré sur un homme dans tous mes films. Faites-le changer d'avis. » En plus de rapporter 13,4 millions de dollars, le film a permis à Wayne de faire ses adieux dans un rôle qui reflétait sa bravoure. La mort. Wayne est décédé à l'âge de 72 ans, le 11 juin 1979, après une lutte courageuse contre un cancer de l'estomac. Il a succombé à sa maladie au centre médical de l'UCLA. Les fans et Hollywood ont pleuré sa disparition. Il a été salué comme un héros américain et décrit comme plus grand que nature par le président Jimmy Carter. Des milliers d'admirateurs se sont rendus chez lui et à l'hôpital pour lui offrir des cadeaux, notamment des chapeaux de cow-boy, des fleurs et des lettres. Son étoile Hollywood Walk of Fame est devenue un mémorial où les fans peuvent brûler des lumières en son honneur. Après des funérailles privées, les sympathisants ont pu se recueillir lors d'une cérémonie commémorative publique. Des millions de personnes l'ont regardé lors de sa diffusion à la télévision. Malgré son absence de service militaire, il a été désigné membre honoraire de la promotion 1979 de l'Académie navale des États-Unis. Le changement de nom de l'aéroport du comté d'Orange en aéroport John Wayne après son décès était une façon pour les gens d'honorer son héritage. Pour se souvenir de John Wayne et poursuivre sa lutte contre le cancer, sa famille a créé la John Wayne Cancer Foundation en 1985, afin que son nom soit à jamais un symbole de puissance et de bravoure. Pionnier de la recherche sur le cancer, le John Wayne Cancer Institute a vu le jour grâce au financement de la fondation. Il a permis de mettre au point de nouvelles thérapies vitales, telles qu'une méthode de détection précoce du cancer. Le patrimoine de John Wayne était évalué à 6,85 millions de dollars en 1979, année de son décès, ce qui équivaut à près de 25 millions de dollars en dollars d'aujourd'hui. Même pour quelqu'un d'aussi connu et accompli que lui, cela semble peu. Le fait d'être l'un des artistes les mieux payés de son époque a conduit de nombreuses personnes à penser que sa richesse était bien plus importante qu'elle ne l'était. Si Wayne a dépensé beaucoup d'argent ou s'est montré généreux au cours de sa vie, cela peut en être le signe. La succession ne contenait pas non plus tous ses biens. Par exemple, juste avant son décès, il a vendu Wild Goose, le bateau qui lui était cher, pour 750 000 dollars. La vente de ce bateau, qui avait été un dragueur de mines pendant la Seconde Guerre mondiale, jette un doute sur l'étendue des biens qu'il a laissés derrière lui. Un manoir de Newport Beach appartenait à Wayne, qui avait une passion pour l'immobilier. De 1965 à sa mort, en 1979, il y a résidé après l'avoir acheté. Au bord de l'eau, surplombant l'île de Balboa, se trouvait le manoir. Sa façade était discrète depuis la rue, mais l'intérieur était aussi grand et somptueux que Wayne lui-même. Après son décès, le manoir a atteint la somme sans précédent de 5,5 millions de dollars en 1980. Wayne possédait une propriété de 5 acres à Encino avant de s'installer à Newport Beach. Il a quitté le ranch pour une vie au bord du lac, à l'âge de 58 ans. Son goût pour les environnements variés et son sens aigu de l'immobilier se sont manifestés dans les propriétés qu'il possédait en Arizona et dans l'État de Washington. Je ne pouvais certainement pas me le permettre lorsque j'ai déménagé à Newport Beach il y a des années, mais Wayne a dit en plaisantant que c'était une bonne décision. Des atouts considérables. Après la mort de Wayne en 1979, son testament a été rendu public et a suscité une vive controverse. Le plus choquant est qu'il n'a rien laissé à Pilar Paletti.
sa troisième épouse. Ils ont divorcé en 1973, 6 ans avant sa mort, après avoir été mariés pendant plus de 20 ans. Wayne a légué la majorité de ses biens à ses 7 enfants, issus de ses 2 précédents mariages, même s'ils n'ont pas divorcé. Les gens ont commencé à se demander s'ils sortaient ensemble et pourquoi Palette n'était pas impliquée après ce choix. Toutes ces années plus tard, le drame n'a pas disparu. En 2010, Aissa Wayne a intenté un procès à son frère Ethan et à John Wayne Enterprises, dans le cadre d'un différend portant sur leur participation dans l'entreprise familiale. La distribution d'objets personnels et de souvenirs aux enfants de Wayne, prévue dans le testament, a également provoqué des frictions. Le fait que les désaccords sur ces objets de famille aient exacerbé les tensions familiales démontre les effets à long terme de la séparation de ces biens. L'année 2011 a marqué un tournant pour les inconditionnels de John Wayne. Plus de 700 objets de sa vie et de son œuvre ont été vendus aux enchères. Ce grand rassemblement a eu lieu au Los Angeles Hyatt Century Plaza du 6 au 7 octobre. Certains fans et collectionneurs chanceux ont même mis la main sur des souvenirs de sa vie et de ses films. Depuis le décès de Wayne en 1979, beaucoup de ces objets ont été mis à l'abri. Tous ces biens ont été entreposés lorsque sa résidence a été mise sous scellé ce jour-là. C'est comme si, après plus de 3 décennies, on déterrait une capsule temporelle. Des objets de toutes sortes ont été mis en vente aux enchères. Tout y était. De l'ameublement de sa maison aux costumes et accessoires, en passant par les trophées. Quelques éléments étaient particulièrement remarquables. Ses écrits, par exemple, révèlent le processus de réalisation de ses films. Des feuilles pliées indiquaient des séquences terminées dans le scénario de The Horse Soldiers. Son souci du détail se retrouve dans d'autres œuvres, comme Wednesday Morning. Viennent ensuite ses affaires, parmi lesquelles des livres, des vêtements et son permis de conduire le plus récent. Sa collection de foulards colorés, qu'il adorait, a également été adjugée d'X 1755 $. Certains objets ont battu des records. Il a battu le record pour un chapeau de costume avec son film de 1968, Les Bérets Verts, Green Beret, vendu pour 179 250 $. Le fait que ce chapeau représentait l'un de ses films les plus connus l'a rendu populaire auprès du public. Son chapeau de cowboy, qu'il portait dans des films tels que Big Jake et The Cowboys, était un autre accessoire très prisé. Le Golden Globe que Wayne a reçu pour son interprétation dans True Grit, d'une valeur de 3 400 $, est un autre objet très recherché. Il n'avait jamais reçu d'Oscar que pour un seul rôle, et cet honneur était donc particulièrement significatif pour lui. Les objets du quotidien, aussi petits soient-ils, atteignent des prix exorbitants. Son permis de conduire le plus récent, apparemment insignifiant, a atteint 89 625 $, ce qui constitue un record pour un permis de conduire. En outre, son cache-œil True Grit a atteint 47 800 $. Des vêtements, comme un pantalon de The Alamo et un chemisier porté dans de nombreux films, ont atteint des prix de plusieurs milliers d'euros. Les fans ont pu établir un véritable lien avec lui grâce à ces objets. La vente ne s'est pas limitée à sa filmographie. En outre, elle a permis de mieux cerner son caractère. Il a offert à son ami Bob Shelton une carabine Winchester plaquée or en guise de souvenir unique. C'est une manifestation de la générosité de Wayne qui a rapporté 13 315 $. Ses lectures, qui portaient notamment sur l'histoire et la stratégie militaire, ont été mises en évidence à travers ses livres. Sa collection inhabituelle de coquillages révélait une partie plus sensible de sa personnalité que la plupart des gens ne voyaient. Un tableau de Wayne peint par l'artiste John Decker faisait partie des biens les plus précieux. Ils en ont tiré 71 700 $. Le fait que Wayne ait conservé cette œuvre d'art dans sa maison en dit long sur l'importance qu'elle revêt pour lui. Même ses meubles ont été mis aux enchères, ainsi que des photos et des messages de sa famille. Ces objets ont permis à ses admirateurs d'avoir un meilleur aperçu de sa vie personnelle. Les controverses. L'interview accordée par John Wayne au magazine Playboy en 1971, qui a suscité une vive controverse, n'a pas fini de faire parler d'elle. Ses idées peu orthodoxes sont apparues au grand jour dans ses remarques stupéfiantes. « Je crois à la suprématie des Blancs jusqu'à ce que les Noirs soient éduqués au point de pouvoir rendre des comptes. » est sa citation la plus célèbre.
Il ne s'agissait pas d'un incident isolé, il avait 63 ans et était assez célèbre à l'époque. Il avait déjà fait de telles déclarations auparavant. Dans la même interview, il s'est adressé aux Amérindiens, déclarant qu'il justifiait la prise de leurs terres parce qu'elle était nécessaire à leur survie. En utilisant une insulte homophobe et d'autres termes désobligeants, il a attaqué le film Midnight Cowboy. Des années plus tard, en février 2019, une partie de cette interview a été tweetée, ce qui l'a ramené sous les feux de la rampe. Un tweet affreux sur Wayne, écrit par un scénariste, est devenu viral. L'héritage de Wayne a de nouveau fait l'objet d'un débat animé. Nombreux sont ceux qui sont favorables à l'annulation de ses services, tandis que d'autres se demandent si ces remarques devraient ou non servir de mémorial durable. Ces remarques, même après tout ce temps, ont déclenché d'importantes discussions sur l'impact des déclarations de personnes renommées et le devoir qu'elles ont. Le débat s'est étendu au-delà des médias sociaux. Il a également mis en lumière des lieux qui portent son nom, comme l'aéroport John Wayne du comté d'Orange, en Californie. Bien que l'aéroport ait été officiellement baptisé du nom de Wayne en 1979, des appels ont été lancés après sa mort pour qu'il soit rebaptisé en 2020. Les protestations qui ont suivi le meurtre de George Floyd ont eu lieu à l'échelle nationale. Selon le Parti démocrate local, les remarques de Wayne n'étaient pas conformes aux principes de diversité et d'inclusion du comté d'Orange. Ils ont donc officiellement demandé que l'aéroport soit rebaptisé le 26 juin 2020. Contrairement aux idées reçues, le comté d'Orange n'est plus un bastion du conservatisme. Avec la conquête par les démocrates de tous ses sièges au Congrès en 2018, il s'est diversifié et est devenu plus actif politiquement. Certains ont estimé qu'il était offensant pour les groupes minoritaires de conserver le nom de Wayne sur l'aéroport. D'autres, comme Ethan, le fils de Wayne, ont pris sa défense, accusant les autres de s'en prendre injustement à l'héritage de son père. Ethan a déclaré que ce dernier n'était pas raciste. Même en 2025, l'aéroport porte le nom de Wayne. Pourtant, la discussion en cours souligne la difficulté de gérer l'héritage de personnalités controversées. Les États-Unis, où Wayne avait déjà étudié, ont également été touchés par l'incident. En juillet 2020, l'université a décidé de retirer de la School of Cinematic Arts une exposition consacrée à Wayne, qui comprenait des affiches de films et des objets personnels, et qui se trouvait là depuis 2012 pour lui rendre hommage en tant qu'illustre diplômé. Cependant, fin 2019, des anciens élèves et des étudiants ont commencé à protester, affirmant que l'affichage n'était pas accueillant pour les étudiants de couleur en raison des remarques racistes de Wayne. L'institution a décidé de le retirer après des mois de délibération, citant le désir de promouvoir la lutte contre le racisme et de créer un climat plus inclusif sur le campus. Si certains ont estimé qu'il était moralement répréhensible d'effacer l'histoire, d'autres ont soutenu le choix de l'institution. Tout cela a conduit à une question plus importante. Est-il possible de dissocier les opinions religieuses d'une personne de son travail créatif? Est-il possible de dissocier les opinions religieuses d'une personne de son travail créatif? The Searchers et Rio Bravo sont deux des films les plus célèbres de Wayne, et nombre de ses admirateurs estiment qu'il mérite plus d'attention. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ses idées politiques, vous pouvez, selon eux, apprécier son travail. Cependant, ses détracteurs affirment qu'il est difficile de faire la distinction entre ses films et ses propos bigots. Ils évoquent également le fait que ces films présentent souvent l'histoire américaine sous un jour positif, ignorant les atrocités commises à l'encontre des Amérindiens. Pensez-vous que John Wayne méritait un Oscar pour son rôle de Rooster Cogburn, ou qu'il s'agissait d'une récompense déterminante pour sa carrière? Et quelle est, Amédée, selon vous, la performance la plus mémorable de John Wayne? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.